Oui, donc bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Magali Debabry, je suis responsable technique herbicides céréales chez Bayer. Et du coup, j'ai le privilège de pouvoir animer ce premier webinar qui en fait s'intègre dans une démarche intitulée Culture Champ, pardon, qui est un programme éditorial qui vise en fait à créer une réelle interaction entre les agriculteurs et Bayer sur différentes thématiques et notamment sur la thématique du désherbage. Donc, comme ça vous a été présenté effectivement en introduction, n'hésitez pas à interagir avec nous pour qu'on puisse essayer de répondre à toutes vos questions et puis pour rendre cette présentation la plus intéressante et la plus enrichissante possible pour vous. Donc l'intitulé de ce premier webinar, parce qu'on le reverra après, mais il en existera plusieurs tout au long de la campagne. Ce premier webinar repose en fait sur le désherbage en grande culture, et on a essayé de répondre, ou en tout cas de vous apporter des éléments de réponse, pour vous expliquer pourquoi il était important en fait de désherber ces parcelles, parce qu'en fait chaque point d'efficacité compte. Donc dans ces éléments de présentation, je vais vous réexpliquer pourquoi chaque point d'efficacité compte et comment, de quelle manière vous allez pouvoir gagner des points d'efficacité via différents leviers et moyens que je vous présenterai juste après. Donc en fait, il nous semblait effectivement important de pouvoir interagir avec vous et discuter avec vous des enjeux de la problématique de désherbage, dans la mesure où c'est une problématique qui est présente chez bon nombre d'entre vous, mais pour dire chez tous. Et puis, c'est une problématique qui est croissante. Problématique croissante parce qu'effectivement, on a une évolution des adventices. Évolution des adventices, on pense effectivement au développement de la résistance, que ce soit graminées ou dicotes, notamment aux produits de sortie hiver, que sont les phoques, les dînes, les naines et puis les sulfos. Une évolution des adventices aussi, du fait qu'on a des densités d'adventices qui sont de plus en plus importantes. Effectivement, on a un stock semencier dans les parcelles qui augmente d'année en année, suite notamment à des pertes d'efficacité ou à des échecs de désherbage les années précédentes. Donc, c'est un point que je vais vous réillustrer aussi au cours de cette présentation. Comment en fait évolue le stock semencier dans vos parcelles. Ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi il est important de viser le 100% d'efficacité, et ce, tous les ans. Et un deuxième point, parmi ce contexte désherbage qui se complexifie, c'est effectivement, je pense que c'est peut-être le critère que vous auriez cité en premier, c'est l'aspect réglementation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en désherbage céréales, et également pour d'autres cultures, on a vu et on va pouvoir certainement voir encore le retrait de certaines matières actives. Je pense notamment au dioxinil ou puis aussi plus récemment à l'isoproturon, qui était un très bon partenaire pour lutter contre ces problématiques de désherbage en vulpin. Et ça, en fait, ce retrait de matières actives, malgré les travaux de recherche qui sont faits chez Bayer, mais également chez nos confrères, on se rend compte qu'à moyen terme, on n'a pas de nouveaux modes d'action qui vont arriver sur le marché, et qu'il va falloir faire avec les matières actives disponibles à ce jour sur le marché. Sachant que ce nombre de matières actives disponibles aujourd'hui sur le marché est en recul. D'après les derniers relevés, on notait, si je prends l'exemple des céréales, domaine que je connais le plus, on note effectivement qu'on avait à disposition 11 modes d'action différents sur blé il y a de ça une dizaine d'années. Et on se retrouve maintenant avec environ 15. On se retrouve maintenant avec moins de 10 matières actives disponibles en céréales. Autre point, effectivement, retrait des matières actives. Et dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, celles qui nous restent,
on voit qu'elles arrivent, elles sont réhomologuées avec des restrictions réglementaires. Donc effectivement, les solutions que l'on a aujourd'hui, et notamment là je pense aux produits d'automne, on a des solutions avec contraintes réglementaires, notamment sol drainé, des solutions pour lesquelles on est obligé de mettre en place des dispositifs végétalisés permanents lorsqu'elles se trouvent en bordure de cours d'eau. On voit aussi, notamment en maïs, des solutions que l'on doit continuer à retravailler, mais cette fois en appliquant des doses réduites, ou alors en alternant les différents produits, parce qu'on a des produits qui sont réhomologués, mais avec des restrictions nous imposant d'alterner les produits une année sur 2, voire une année sur 3. Donc effectivement, évolution des adventices et puis réglementation, ça fait qu'on a effectivement de multiples enjeux à relever pour gérer durablement son désherbage. Donc Bayer est acteur et engagé depuis de nombreuses années sur cette problématique de désherbage qui s'accroît d'année en année. Donc effectivement, on a de nombreuses plateformes qui ont été mises en place depuis 2004 en parallèle de plateformes GRH, gestion responsable des herbicides, où on a travaillé notamment différents leviers agronomiques tels que le labour, le décalage de date de semis, l'aspect rotation, à la fois sur Vulpin et sur Régras, pour montrer quel levier agronomique pouvait être mis en œuvre pour gérer durablement son désherbage. Donc initialement des plateformes nationales. Depuis l'année dernière, ces plateformes ont été déclinées en régions. Donc 5 plateformes régionales au niveau France pour répondre justement à toutes les problématiques locales de chacun, problématiques de flore, Vulpin, Régras ou autres, mais également culture, parce qu'effectivement chaque région a ses spécificités culture. Et à noter que pour les prochaines, notamment pour la prochaine campagne, on va aussi travailler des thématiques un peu innovantes telles que les semis sous couvert, l'air cétri et autres, pour continuer à vous accompagner dans vos problématiques de désherbage et continuer à être présent. Donc voilà pour la partie un petit peu introductive. Maintenant, je vais passer sur le contenu vraiment de la présentation. La première question à laquelle on voulait répondre, pourquoi chaque point d'efficacité compte? Donc je pense que vous avez tous en tête qu'effectivement, pourquoi on désherbe ces parcelles? On pense dans un premier temps à l'impact rendement que peuvent avoir effectivement les graminées dicotes qu'on peut laisser dans sa parcelle parce qu'elles vont rentrer en compétition avec votre culture. Et il y a un second facteur qui rentre en ligne de compte, c'est aussi qu'il est important de désherber ces parcelles parce que le fait de laisser les adventices dans sa parcelle, on va alors engendrer une augmentation du stock semencier dans ces parcelles qui vont avoir des conséquences importantes sur son désherbage les années d'après. Donc tout au long de ma présentation, en fait, je vous ai remis quelques visuels et quelques résultats d'essais qui sont issus en fait des plateformes Herbinov que l'on avait en région. Donc c'est un peu les enseignements des plateformes 2019, sachant que tous ces éléments ont été largement travaillés par Bayer aussi auparavant. Donc un petit point sur la nuisibilité directe des adventices. Vous avez ici des photographies qui sont issues de la plateforme Herbinov de l'Ouest. En fait, vous voyez ici une parcelle non traitée sur un semis du 23 octobre. Et ce qu'on note ici sur les différentes stratégies de désherbage, dès qu'on arrive à avoir le meilleur niveau d'efficacité, notamment ici, on avait une parcelle avec un désherbage réalisé en programme automne puis sortie hiver. Ce programme-là nous a permis d'atteindre 98% d'efficacité et également donc de préserver notre rendement. On a un gain de rendement qui est de plus de 70 quintaux hectares par rapport à une parcelle non désherbée, sachant qu'on est sur une parcelle vraiment en très forte infestation, puisqu'on avait 450 régras mètre carré. Autre point important aussi sur cet essai-là, c'est qu'en fait, chaque point d'efficacité compte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Entre une parcelle où on a 98% d'efficacité et 95% d'efficacité, on pourrait se dire, finalement, 95% d'efficacité, c'est très bien et suffisant. Néanmoins, vigilance. On voit que les quelques points d'efficacité qui nous manquent, on est toutefois
induit une perte de rendement, puisque là, on a un écart de rendement d'environ 10 quintaux. Donc, ça illustre bien pourquoi il faut viser le 100% d'efficacité. C'est bien pour préserver son potentiel de rendement. Le but, c'est vraiment de lutter contre les adventices qui sont vraiment en compétition avec la culture par rapport à l'eau, aux éléments nutritifs, au soleil et autres. La nuisibilité d'adventices, j'ai repris des résultats qui sont issus de travaux réalisés par Arvalis et puis aussi anciennement le Cetium. On voit ici, en fait, effectivement, ce qui a été défini, c'est que ici, c'est le nombre de pieds qui suffisent pour faire chuter le rendement de 5%. Donc, d'après les travaux qui ont été réalisés par Arvalis, il est estimé que 25 à 26 pieds de vrai gras ou de vulpin par mètre carré dans les parcelles peuvent induire une perte de rendement de 5%. À noter, le gaillet, il en faut très très peu pour effectivement avoir une nuisibilité encore plus importante. Néanmoins, vigilance sur ces informations, c'était plutôt un titre indicatif parce qu'effectivement, la nuisibilité dépendra aussi d'autres critères qui sont par exemple la période de compétition de la culture et de l'adventice, le potentiel de rendement et les conditions climatiques aussi de la parcelle. Deuxième facteur à prendre en compte, là du coup je vais passer sur la partie nuisibilité indirecte des adventices. Je vais vous réillustrer ici en fait comment peut évoluer un stock semencier dans vos parcelles. Donc je suis partie d'une hypothèse qui a été établie par Harry Streck. Harry Streck, en fait, c'est une personne de chez Bayer qui travaille dans notre centre de recherche sur la résistance basé en Allemagne. Donc, si on part sur une hypothèse où, en fait, une plante produit 500 graines et que ces 500 graines, en fait, l'année d'après, il n'y en a que 10% parmi ces 500 graines qui vont être capables de germer l'année d'après, parce que pour des raisons diverses, notamment de la prédation ou des plantes des graines qui n'ont pas la capacité de survivre, on a une certaine perte. Donc 10% de ces graines qui germent l'année N, 1% de ces graines qui germent l'année N plus 2 et 0,1% de ces graines qui vont germer l'année N plus 3. Donc si j'illustre ça, ce sera peut-être plus simple pour vous de mieux comprendre. Là, je suis sur une parcelle qui n'a pas été désherbée. Si j'ai une plante présente l'année N, sur la base de mon hypothèse, je vais avoir cette plante va me produire 500 graines. Sachant que par rapport à vos problématiques qui peuvent être le vulpin ou le régras, quand on regarde la biblio, on sait qu'une graine de vulpin peut produire en moyenne jusqu'à 3000 graines et qu'une graine de régras qu'une plante de vulpin peut produire en moyenne 3000 graines et qu'une plante de régras peut produire en moyenne 1500 graines. Le 500 graines qui est illustré ici est quand même largement loin de ce qu'on peut connaître avec nos vulpins et nos régras. Néanmoins, ça va nous donner un ordre d'idée sur l'évolution de ce stock semencier. Donc, notre plante donne 500 graines, ce qui signifie, sur la base de l'hypothèse que j'ai décrite juste avant, que l'année N plus 1, ces 500 graines vont donner 500 plantes qui seront viables. Et ces 500 plantes qui seront viables, si je considère la même hypothèse, on va alors avoir 25 000 graines dans la parcelle. Et en année N plus 2, ces 25 000 graines vont nous donner 2500 plantes, qui nous donneront alors 1 250 000 graines. Donc ça permet quand même de réillustrer qu'en fait, la gestion du stock est vraiment un critère à ne pas négliger dans la gestion de son désherbage, dans la mesure où le stock semencier est quelque chose qui peut évoluer vraiment de manière exponentielle. Ce que je vous propose après, c'est de reprendre cette même hypothèse, mais de voir comment va évoluer mon stock semencier lorsque j'utilise un programme de désherbage. Donc là, je suis partie de ma parcelle de l'année N, dans laquelle je me retrouve avec, par exemple, 100 vulpins au mètre carré. Si je reprends mon hypothèse définie juste avant, si je regarde ce premier scénario,
j'ai 100 plantes par mètre carré, dans lequel j'apporte un programme de désherbage qui m'amène 80% d'efficacité. Donc 80% d'efficacité va m'amener à 20 plantes par mètre carré restantes au printemps. Ces 20 plantes vont nous donner alors 10 000 graines, qui en année N+1 vont nous donner 1000 plantules et donc 100 000 graines à la fin de l'année N+1. Donc j'ai 1000 plantules par mètre carré effectivement dans ma parcelle. J'applique mon produit toujours qui m'apporte 80% d'efficacité. J'ai une parcelle où il me reste 200 plantes par mètre carré qui me donneront donc 100 000 graines à la fin de la campagne. On me donner alors 10 000 graines viables et donc 10 000 plantules l'année N+2. 10 000 plantules l'année N+2 avec 80% d'efficacité. Je vais me retrouver avec 2000 plantes à la fin de l'année N+2. Je refais le même cas de figure avec 90% d'efficacité. On voit que du coup, mon 90% d'efficacité, j'obtiens 10 plantes par mètre carré l'année N. Et à la fin de l'année N+2, en fait, je vais arriver avec un nombre de plantes par mètre carré qui sera de 250 plantes. Donc effectivement, par rapport au premier scénario, j'ai un niveau d'efficacité supérieur de 10 points et j'ai un effet sur mon nombre de plantes par mètre carré au bout de 2 années qui est quand même significatif. Et si je reprends mon dernier cas, 97% d'efficacité toutes les années, là, en fait, c'est le scénario qui m'a permis de gérer mon stock semencier. Parce qu'en effet, du coup, je me retrouve avec ici 8 plantes sur mètre carré à la fin de ma campagne, alors que 2 ans auparavant, j'avais 100 plantes par mètre carré. Donc, tout ça pour vous illustrer le fait qu'en fait, chaque point d'efficacité compte. Effectivement, à 95% d'efficacité peut paraître suffisant, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller viser le 100% d'efficacité. On l'a vu dans un premier temps par rapport à la nuisibilité des adventices sur la culture. Quelques points d'efficacité en moins peuvent impacter le rendement. Et on retrouve aussi également ici des points d'efficacité en moins. Ça va nous augmenter fortement notre stock semencier dans nos parcelles. Et derrière, ça signifie qu'on va mettre en difficulté les produits phytosanitaires mis en œuvre pour désherber ces parcelles. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un minimum de stock semencier dans ces parcelles pour mettre les produits dans les meilleures conditions. Maintenant, je vais aborder un second point qui est comment gagner des points d'efficacité supplémentaires. Donc effectivement, on a souvent en tête que les points d'efficacité dépendent de son programme de désherbage. Donc on cherche toujours à avoir le meilleur programme de désherbage. Mais ce programme de désherbage, ce n'est pas le seul critère à prendre en compte pour aller viser le 100% d'efficacité. Donc on pense bien évidemment en fait qu'il faut mettre en œuvre des leviers agronomiques pour mettre les produits dans les meilleures dispositions. Donc c'est le point mesure agronomique que j'aborderai juste après. Pour vous réillustrer ça, je vous ai remis des exemples de nos plateformes. Donc là, en fait, c'est la plateforme du centre. C'est les résultats de l'année dernière. Où en fait, vous voyez, on est sur une même parcelle. Ici, on a une situation que j'ai qualifiée de pire cas. On a semé précocement autour du 15 octobre. La parcelle n'a pas été labourée. Contrairement à en dessous, où en fait, on est toujours sur une date de semis précoce, 15 octobre. Par contre, on a un levier agronomique qui a été mis en œuvre, qui est le labour. Donc, on voit ici dans les témoins, on a un niveau d'infestation qui est totalement différent. 200 épimètres carrés au mois de juin dans la parcelle pire cas, alors qu'on a ici 20 épimètres carrés dans la parcelle où on a un levier agronomique qui a été mis en œuvre. Et ce qui ressortait très bien sur cette parcelle-là, c'est qu'effectivement, un même produit appliqué à la même date, dans les mêmes conditions, on a un niveau d'efficacité qui est différent. Ici, on a 80% d'efficacité parce qu'on avait une infestation initiale qui était vraiment trop importante pour que les produits puissent exprimer leur potentiel et préserver la culture, alors que ici, du coup, on a un produit qui atteint les 100% d'efficacité. Donc, l'objectif, c'est vraiment, pour atteindre le 100% d'efficacité avec des produits, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions et de les appliquer sur des parcelles
entre guillemets, les plus propres possibles. Donc, tous ces leviers agronomiques, c'est des choses qu'on a travaillé chez Bayer depuis, je vous ai dit, depuis 2004 sur nos différentes plateformes et qu'on continue à travailler. Donc là, je vous ai remis les différentes thématiques qu'on travaillait, donc labour, faux semis, l'aspect rotationnel et aussi décalage de la date de semis. Ce que je vous propose, c'est de vous redétailler chaque levier agronomique juste après, en vous réillustrant mes propos via des résultats de l'année obtenus sur nos plateformes en région. Donc là, j'ai pris l'exemple de la plateforme Herbinov du Nord, basée à Tilloloy, où en fait, on avait une belle infestation. Vous voyez ici, vous avez un témoin, plus de 900 vulpins au mètre carré. Sur cette plateforme-là, deux leviers agronomiques ont été travaillés, à la fois le décalage de la date de semis et puis le labour. Ce qui est important de regarder, c'est de regarder en fait les témoins. Le niveau d'infestation, notamment dans les témoins. Quand on prend ce qu'on a appelé un itinéraire technique classique, c'est-à-dire une date de semis à mi-octobre, dans la partie non labourée, on se retrouve avec un niveau d'infestation de 1000 vulpins par mètre carré en février. Dès qu'on enclenche, dès qu'on réalise au moins un levier agronomique qui était ici le labour, on voit qu'on réduit de 20% le niveau d'infestation de sa parcelle. Autre levier qui a été travaillé, la partie décalage de la date de semis. Levier agronomique qui a été utilisé qui a été réalisé à la fois sur la partie labourée et non labourée. Et ce qu'on peut noter, c'est que effectivement, le décalage de la date de semis sur la partie, par exemple, non labourée, permet également de réduire son niveau d'infestation de l'ordre de 20% par rapport à l'itinéraire technique que je dirais classique avec un semis plus précoce. Et c'est d'autant plus vrai ici, où finalement vous combinez les deux leviers agronomiques, à la fois le labour et le décalage de la date de semis, on se retrouve avec un niveau d'infestation de l'ordre de 600 vues par mètre carré par rapport au pire cas qui est de 1000 vues par mètre carré. Donc là, vous réduisez de 40% le niveau d'infestation de la parcelle. Et ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, en fonction de son niveau d'infestation, on va avoir des programmes de désherbage qui vont répondre de manière différente. Si je prends le pire cas, qui est une parcelle non labourée avec un semis précoce, on a des programmes automne puis sortie hiver où on obtient, j'ai envie de dire, uniquement 45% d'efficacité. Alors que si je mets mon produit dans des dispositions meilleures, je laboure et je décale ma date de semis, on arrive à des niveaux d'efficacité de 90% pour un même programme de désherbage. Après, je ne dis pas qu'il faut à chaque fois mettre en œuvre les deux leviers agronomiques, labour et décalage de la date de semis, mais c'est vrai que le fait au moins d'en avoir un en œuvre, ça permet quand même d'aider les produits à fonctionner. Si je refais un petit point sur le décalage de la date de semis, en fait, l'objectif de ce levier agronomique, c'est d'esquiver en fait la période de levée préférentielle des adventices. Donc effectivement, l'idée est de semer un petit peu moins tôt pour éviter cette période de septembre-octobre, favorable notamment à la levée des raies gras. Le décalage de la date de semis, on ne demande pas à ce qu'il soit supérieur à 3 semaines, 1 mois, mais au moins 10 jours à 15 jours. On voit que c'est quand même un levier qui apporte une réduction du niveau d'infestation des parcelles. Et après, effectivement, c'est pas quelque chose que l'on peut faire peut-être partout, dans toutes les régions, parce que on a des terres qui se prêtent pas à des semis tardifs. Mais peut-être un conseil à avoir en tête, c'est que il peut être intéressant de semer ces parcelles les plus tard en dernier dans ces chantiers de semis, pour justement essayer de gagner quelques jours sur ces parcelles qui sont problématiques. Le labour, donc le principe est aussi réexpliqué ici. L'objectif, en fait, c'est un levier qui peut être intéressant, notamment après un échec de désherbage. L'objectif étant en fait d'enterrer les adventices
comme en tout cas les graines qui auraient pu tomber au sol après un échec de désherbage, de les enterrer en profondeur pour qu'elles ne puissent pas lever après l'année suivante. Donc après, pareil, un labour, c'est quelque chose qui ne se fait pas tous les ans, parce que si le labour est réalisé tous les ans, ça veut dire que tous les ans, on va remettre en surface les graines qu'on avait enterrées l'année précédente. Donc là, effectivement, le labour n'a pas d'intérêt, parce que dans les graines qu'on va remettre en surface l'année précédente, si on fait un labour tous les ans, du coup, on aura encore des graines qui seront viables, et donc l'intérêt du labour sera limité. Je vous ai réillustré en fait ici aussi le labour. Effectivement, on voit qui permettra de gérer son niveau d'infestation l'année en cours. Par contre, ce qu'on avait pu voir aussi et mettre en évidence sur la plateforme mise en place dans la région centre, c'est que l'effet du labour se voit encore les années précédentes. En fait, sur cette plateforme-là, on a un labour qui a été réalisé durant l'été 2017. Ce qu'on avait pu voir, donc, c'était que le labour avait eu un niveau d'efficacité sur le niveau d'infestation dans les parcelles, dans la mesure où la partie non labourée en 2017 présentait 167 épillets par mètre carré au mois de juin dans les témoins, alors que la partie qui avait été labourée présentait un niveau d'infestation de 13 épillets mètre carré dans les témoins au mois de juin 2018. Et cette année, en fait, cet automne, sans qu'aucun travail du sol n'ait été fait de manière différentielle entre la partie non labourée et labourée, ce qu'on a pu voir sur nos différentes cultures, c'est que le niveau d'infestation, donc là on est sur une problématique vulpin, que le niveau d'infestation de cette année était largement moins important que le niveau d'infestation sur la parcelle non labourée l'année N-1. Tout ça, en fait, ça s'explique que finalement, le labour de l'année N-1 nous a permis de gérer notre population de vulpins, en tout cas de la limiter. Et du coup, le stock semencier ne s'est pas développé autant sur la partie labourée, parce que du coup, on avait réussi à gérer notre nombre d'adventices par mètre carré il y a déjà 1 an, et contrairement à la partie non labour, où finalement, on avait laissé quand même pas mal de monde qui ont réensemencé la parcelle, et du coup, ce qui nous a posé problème, parce que du coup, ça a redonné bon nombre de vulpins cette année. Donc, à noter qu'effectivement, le labour, ça a un effet l'année N, mais ça a aussi des effets sur la durée. Autre levier, le FOSMI. Du coup, l'idée du FOSMI, je n'ai pas de résultat à vous présenter. C'est un levier agronomique qui est intéressant. Pas toujours évident d'avoir des résultats. Tout dépend effectivement des conditions de l'année et de la préparation du sol. Donc l'idée du FOSMI, c'est bien sûr, c'est évidemment de travailler le lit de semence, comme vous voyez ici, de travailler le lit de semence de la parcelle, de simuler en fait un semis aux adventices pour qu'elles puissent lever et ensuite les détruire chimiquement ou mécaniquement avant de ressemer la culture et ainsi diminuer le niveau d'infestation des parcelles. Donc, levier qui est intéressant, qui peut être à la fois mis en œuvre pour des cultures d'hiver ou de printemps. Un autre levier, c'est le levier de la rotation. Effectivement, le fait de pouvoir introduire des cultures de printemps dans la rotation, ça va avoir 2 avantages. Un premier avantage qui va être de briser le cycle des adventices. Je pense notamment au vulpin, qui est plutôt une graminée que l'on retrouve avec des levées à l'automne, voire début de l'hiver. Et autre intérêt, c'est que du coup, le fait d'introduire des cultures de printemps dans la rotation, ça va nous permettre de pouvoir utiliser des matières actives avec des modes d'action différents que ceux qu'on retrouve généralement en céréales en sortie hiver.
et notamment des produits avec des modes d'action différents des modes d'action A, qui sont en fait les FOP, les DEN et les DIM, ou des modes d'action HRAC B, qui sont en fait des sulfos. Parce qu'effectivement, en maïs ou autre, on peut retrouver des modes d'action de type K3, avec notamment des chlores. Donc, on va alterner ainsi les modes d'action, prévenir là aussi la gestion de la résistance et gagner en efficacité. C'est ce que j'ai réillustré ici. C'est les travaux qui ont été mis en place sur la plateforme Herbinov, qui a été nationale à Coutevroux, où en fait, vous voyez sur le programme qui est c'est une plateforme qui a été mise en place en pluriannuel entre 2014 et 2018, où effectivement ici, vous avez un programme essentiellement basé avec des modes d'action HRAC-B, c'est-à-dire des sulfos. On voit qu'en termes d'efficacité, on a une chute du niveau d'efficacité avec le temps, parce qu'effectivement, à force d'utiliser la même matière active et le même mode d'action sur les adventices, on exerce une pression de sélection et donc on a un développement de la résistance et un niveau d'efficacité qui diminue. En revanche, sur cet itinéraire technique qui est en vert, j'ai introduit d'autres modes d'action, notamment K3 comme les chlores, ou le flufénacet en blé, et on voit qu'on a un niveau d'efficacité qui reste maximal du fait qu'on a introduit de la diversité chimique dans son programme. Et pour finir, du coup, là, je vous ai montré les différents leviers agronomiques donc, à mettre en œuvre. Donc, tout ça pour vraiment, effectivement, mettre les produits dans les mêmes conditions. Et comment arriver au 100% d'efficacité? Donc, un deuxième point qui intervient, c'est de choisir le meilleur programme de désherbage. Là, je vous ai remis un résultat d'essai de la plateforme Herbinov de l'Ouest, où en fait, on montre bien que la meilleure stratégie de désherbage, sur des parcelles où on est encore sensible en sortie hiver ou en dérive d'efficacité, ça reste le programme automne puis sortie hiver, dans la mesure où c'est cette modalité-là qui nous permet d'atteindre le meilleur niveau d'efficacité. On est à 98% d'efficacité. Ça veut dire que sur cette parcelle-là, il ne nous reste plus que 9 mètres carrés dans la parcelle. Donc déjà, on va avoir un stock semencier qui va être amoindri pour les années suivantes. Et c'est aussi une modalité qui nous permet de préserver le rendement dans la mesure où ici, on est à 78 quintaux hectares dans la parcelle. Donc, on gagne doublement. On gagne par rapport à la préservation de son stock semencier et aussi par rapport à son gain de rendement. Et je vous ai remis ici du coup aussi les économiques, qu'effectivement, même si on investit un petit peu plus avec un programme automne puis sortie hiver en comparaison à un programme uniquement sortie hiver ou uniquement automne, on voit que le gain net agriculteur est nettement au-dessus avec un programme automne puis sortie hiver. Voilà, donc je vous ai remis les différents points à retenir. Pourquoi le 100% d'efficacité? C'est pour préserver son potentiel de rendement, mais également gérer son stock semencier. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La gestion du stock semencier va vraiment être importante et utile pour mettre les produits dans les meilleures dispositions. Et comment gagner tout point d'efficacité? Dans un premier temps, utiliser des leviers agronomiques adaptés, parce qu'effectivement, je ne vais peut-être pas assez insister aussi, mais tous les différents leviers agronomiques que j'ai présentés, c'est un peu une boîte à outils dans lesquels il faut piocher en fonction de ces problématiques parcellaires et de la typologie aussi de ces parcelles, parce que tout ne peut pas être mis en œuvre. Et c'est aussi également appliquer la meilleure stratégie, qui est pour nous aujourd'hui un programme automne puis sortie hiver. Voilà. Donc le message, c'est effectivement des pratiques qui restent aussi à adopter, à faire évoluer pour répondre aux problématiques d'aujourd'hui, puis aussi de demain, parce que comme j'ai pu vous le montrer en introduction, on est dans un contexte où le désherbage se complexifie et où la réglementation aussi rend le dossier compliqué, mais il faut essayer de faire tout pour gérer durablement son désherbage. Donc on va prendre après, je pense, un petit moment pour reprendre toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre
dans la mesure du possible. Et après, si vous le souhaitez, pour continuer, du coup, ce webinaire sera disponible demain en replay sur le site de Bayer Agri, sous le chapeau Culture Champ que vous avez présenté juste en introduction. Et on essaiera aussi d'alimenter ce Culture Champ avec des éléments de réponse à toutes vos questions, notamment celles qu'on n'aura pas pu prendre. Et puis, pour information, il y aura aussi des prochains rendez-vous justement pour continuer à interagir aussi avec vous. Donc, les prochains webinaires Culture Champ, ce sera sur les différentes thématiques, notamment biocontrôle en colza cet automne. On va continuer aussi sur la thématique du désherbage en remettant en place aussi d'ici la fin de l'année un webinaire plus spécifique sur les techniques innovantes de désherbage en maïs. Et on continuera aussi sur la thématique désherbage, notamment au printemps, en refaisant un petit webinaire pour échanger avec vous sur les moments d'actualité qui sont les tours de plaine en sortie hiver et puis aussi l'aspect résistance. Alors, on a quelques questions qui sont déjà arrivées en cours de présentation. Alors, notamment Fabien Dutot qui interroge sur, qui a une remarque sur le décalage de la date de semis, qui en fait remet en question ce levier-là en parlant d'essais Arvalis, qui dirait que pour les différentes dates, la dynamique de levée est la même, mais qu'il vaut mieux semer tôt. Il parle même de fin août pour s'attaquer à des graminées plus facilement, à des stades jeunes qui permettent de les détruire plus facilement. Gabriel Dufour, sur la même thématique, demande du coup quelles recommandations de date de semis pour un maximum d'efficacité du désherbage. Du coup, par rapport aux travaux Arvalis, je n'ai pas vu ce qu'ils avaient travaillé. Après, je suis plutôt surprise qu'effectivement, depuis les nombreuses années qu'on travaille ce dossier, ce point-là, le décalage de la date de semis, on a toujours vu qu'effectivement, il y avait tout intérêt à aller décaler sa date de semis. Des semis précoces, du coup, on va plutôt favoriser la levée des adventices précocement en saison et ça va être aussi compliqué de les gérer rapidement dès l'automne. Donc, je suis plutôt étonnée. Après, ça dépend peut-être des produits qu'ils ont utilisés après pour gérer les adventices courant de l'automne. Donc, si vous pouvez faire des recommandations de date de semis. Du coup, en recommandation des dates de semis, c'est effectivement éviter de semer au 15 septembre, voire fin septembre, ce qui se fait effectivement sur certaines régions. Et j'ai envie de dire une date de semis après le 20 octobre, ça me paraît très bien. Parce qu'effectivement, des fois aussi, le fait de décaler la date de semis, beaucoup d'agriculteurs ont peur de ne pas pouvoir rentrer dans leur parcelle pour faire leur semis, voire pour intervenir pour réaliser leur premier désherbage. Mais une date du 20 octobre, ça paraît raisonnable. Alors, il y a Christian Choquet qui pose la question de la durée du faux semis. Donc, j'imagine entre l'intervention et de quel délai il faut laisser suite à une opération de faux semis pour que ce soit un levier efficace. Après, c'est vraiment, ça va être variable. Ça va être très variable en fonction en fait des conditions météo de l'année. Parce qu'effectivement, un faux semis réalisé dans le sec, du coup, il va falloir attendre et espérer les pluies pour que les adventices lèvent. Donc en fait, le temps d'attente dépendra en fait de l'arrivée des pluies et du temps de la levée des adventices. Mais après, si les conditions sont bonnes au moment du faux semis, c'est-à-dire qu'on a de l'humidité, 2-3 semaines entre le premier travail du sol et puis la destruction me semble correct. Fabien Dutot qui pose la question de souci de régras dans une rotation où le blé est la seule culture d'hiver. Et qui pose la question de comment l'expliquer. Du coup, moi j'expliquerais par une mauvaise gestion peut-être des régras il y a quelques temps. Il y a un stock semencier qui s'est largement installé.
Installé, oui, depuis. Et du coup, on a une accumulation de raigrats présents dans la parcelle qui font que ça devient une grosse problématique. Après, il faudrait voir quelle stratégie quel levier agronomique, quelle stratégie de désherbage ont été mis en œuvre pour expliquer que c'est la seule grosse problématique qui, a priori, semble difficile à gérer. Alors, moi, j'ai une question. Dans les conditions de l'année, on est un peu, enfin, on est plutôt en période de sécheresse, on va dire, cette année. Quel levier est-ce que vous préconisez là voilà, pour répondre à cette année, aux conditions de cette année? Effectivement, le labour va être compliqué à mettre en œuvre. Le phosmi peut également être compliqué, quoique dans certaines régions, il y a eu un petit peu d'eau là sur fin août, début septembre. Donc régionalement, le phosmi peut être intéressant dans le contexte de l'année, à voir en fonction des conditions. Donc le levier qui me semble aujourd'hui le plus approprié reste le décalage de la date de semis, notamment d'autant plus qu'effectivement on est en conditions sèches et que donc l'importation de la culture sera d'autant meilleure si on a un retour de la pluie, conditions favorables pour la culture, mais aussi pour l'efficacité des produits, parce qu'effectivement, un produit appliqué dans des conditions défavorables, notamment des conditions où on a peu d'humidité au sol, on va avoir des niveaux d'efficacité qui vont être moindres. Et une autre question, en attendant que nos participants se manifestent, par rapport au coût du désherbage et au rendement supplémentaire qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut admettre un niveau d'infestation, un certain niveau d'infestation? Est-ce qu'on peut laisser passer un certain niveau d'infestation ou pas, si on Non, raisonne en termes économiques? je dirais non. C'est ce que je montrais tout à l'heure sur la diapo avec le tableau d'Arvalis sur le nombre d'adventices par mètre carré qui induisent une perte de rendement de 5%. Effectivement, on voit bien que le niveau d'infestation déjà avec une perte de rendement significative diffère des adventices. Et après, ce qui est à prendre en compte, c'est effectivement, si je laisse, je dis pas 5 coquelicots par mètre carré parce que je considère qu'ils n'impactent pas mon rendement. Par contre, un coquelicot peut donner, dans ce tableau, on le voit, 50 000 graines. Donc effectivement, je laisse 5 coquelicots par mètre carré dans la parcelle cette année. Je suis tranquille, je n'ai pas impacté mon rendement et quoique ça dépendra aussi des conditions de l'année et du potentiel de la culture. En revanche, du coup, ces 5 coquelicots, elles vont donner 5 fois 50 000 graines. Donc derrière, pour l'année d'après, je vais augmenter mon stock semencier et du coup, je vais avoir ma problématique de désherbage coquelicot qui va être d'autant plus difficile à gérer. Et ce nombre de coquelicots, en tout cas cet important stock semencier que j'aurais laissé pour l'année suivante, du coup mes produits vont forcément être moins efficaces et du coup mon impact rendement sera d'autant plus nuisible. Donc je pense qu'il faut vraiment atteindre le 100% et ne pas se dire je peux me donner une marge d'erreur et laisser quelques graminées ou dicotes par mètre carré. J'ai Hamid Ramchoun du Maroc qui demande comment faire pour stopper la propagation de raigrats résistants dans les champs de blé et de betteraves, sachant que les produits phyto disponibles sur le marché ne sont pas aussi efficaces que l'on souhaite. Donc on pourrait l'inviter à revoir toute la présentation. Après la propagation, effectivement, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut utiliser effectivement tous les leviers agronomiques que j'ai expliqués pour gérer ces
ces adventices résistantes. Ou alors utiliser effectivement des cultures de printemps où on peut utiliser d'autres modes d'action que sont les sulfos ou les FOP, les DIM. On a de la résistance, notamment en régras, qui utilisaient d'autres modes d'action tels que les chlores ou autres pour gérer ces régras qui sont résistants mais qui a une certaine famille chimique, qui ne sont pas non plus résistants à toutes les familles chimiques. Alors, Fabien Dutot qui demande si on a une pluie au 1er octobre, est-ce qu'il vaut mieux faire un faux semis ou semer et désherber? Le faux semis sera toujours un levier à mettre en œuvre. Après, pour le faux semis, on commence un petit peu à être tard. Je ne sais pas si c'est sur problématique vulpin ou régras, mais même dans les deux cas, en fait, le faux semis se réalise plutôt sur fin août, début septembre pour gérer ces régras, avoir ces bromes, et plutôt autour du demi-septembre pour gérer sa problématique vulpin. Sur fin début octobre, j'ai peur que ce soit un petit peu tard pour réaliser ce faux semis, pour qu'il soit vraiment efficace. Parce que qui dit faux semis au 1er octobre, après il faut laisser le temps que justement les adventices se lèvent. Donc si on se laisse 15 jours derrière, ça peut aller 15 jours, 3 semaines. Ça peut retarder fortement le semis. Alors, comme il est 14h30, on va prendre les 4-5 questions qui sont arrivées et les questions qui viendront après pourront être traitées en dehors du cadre du webinaire. Aurélien Forestier qui demande l'avenir du désherbage chimique en sol drainé. Du coup, effectivement, je disais en introduction, on a de plus en plus de solutions qui ont des contraintes avec des restrictions sol drainé. En tout cas, chez Bayer, on est en train de travailler sur ce dossier-là pour pouvoir vous accompagner sur ces parcelles sol drainé où aujourd'hui, de moins en moins de solutions vont être disponibles. Je ne peux pas forcément faire beaucoup plus sur ce qui est en train d'être mis en œuvre, mais on est en train d'essayer de voir comment vous accompagner sur cette problématique. Coralie Robe qui parle de couverts végétaux. Arvalis conseille d'introduire des couverts végétaux dans la rotation. Avez-vous testé ce levier dans vos essais? Du coup, c'est quelque chose qu'on va justement retravailler dans nos plateformes Herbinov. C'est effectivement des techniques un peu innovantes qu'on n'avait pas du tout peu regardées dans nos précédentes expérimentations. Donc, c'est un axe de travail qu'on souhaite mettre en œuvre cette campagne-là, notamment sur notre plateforme en région. Donc, que ce soit semis sous couvert, RC-tri et autres un peu de techniques innovantes. Donc, j'aurai des éléments de réponse à vous apporter dans les prochains mois, sur lesquels on pourra aussi communiquer notamment sur Bayer Agri ou peut-être aussi lors des prochains rendez-vous Culture Champ. Alors, je propose qu'on s'arrête là. Les questions qui sont arrivées depuis et qui n'ont pas été traitées, je pense que vous pourrez y répondre peut-être en contactant les participants par mail, Magali. Oui. Ou autrement. En tout cas, vous les prendrez en compte. Je vous remercie de votre participation à tous. Merci Magali pour votre présentation. Merci à vous. Et donc, rendez-vous pour un prochain webinaire Culture Champ avec Bayer ou d'autres webinaires avec Ternet. Merci à tous. Merci, au revoir.